Vous imaginez bien. Vous m'entendez? Oui, parfaitement, oui. Super. Écoute, je disais merci de m'avoir convié à cet événement. Vraiment, si je devais commencer en vous disant quelque chose et que je ne devais pas faire la présentation, par exemple, parce qu'on a un problème technique, je vous dirais que vraiment, notre vision, notre conviction chez Octopies, c'est que ce que je vais vous partager, on est convaincu que ça va rentrer dans les habitudes et on pense que dans 10 ans, ce sera devenu un standard. Parce qu'on pense que ce n'est pas envisageable de faire des compromis dans l'exploitation des données quand il s'agit de potentiellement compromettre la confidentialité des données. On a souvent l'habitude de dire, ou j'ai souvent l'habitude de dire que il y a 70 ans, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Aujourd'hui, ça nous paraît invraisemblable. Et on pense que pour l'anonymisation et ce que je vais vous présenter, la technologie, on pense que ce sera devenu totalement incontournable et qu'on n'envisagera plus le recours à des données qui permettraient un risque de réidentification et que ça nous choquera vraiment. Donc, puisque l'objectif, c'est plutôt de vous partager notre vision et nos convictions sur cette question du partage de la donnée qui est à l'origine de nos réflexions, de notre R&D et de la techno qu'on a développée, je vais vous partager une analyse un peu plus structurée de ce sujet. Donc, je me suis rapidement présenté. Je suis Olivier Braillac, je suis fondateur d'Octopies, qui commercialise une solution d'anonymisation unique qui est appelée les avatars et qui repose sur un logiciel avec un abonnement et qui permet, pour le dire en quelques mots, de partager sans dévoiler et donc de pouvoir exploiter de façon éthique les données. Alors, je vais commencer par… Je me permets juste de vous couper un petit peu. Vous avez un petit bruit avec votre micro de soufflement, de faire attention pour que ce soit audible. Il y a un petit bruit, un petit peu de frottement à certains moments. Je pense peut-être que c'est quand vous bougez. Ah, je suis Voilà. désolé, je vais essayer de faire attention. D'accord, voilà, c'est juste pour vous prévenir. Allez-y, hein. OK. Donc, je vais vous partager d'abord des questions un peu de sémantique. Parce que quand on parle d'anonymisation, en fait, souvent, on se trompe. Alors, je m'excuse pour les personnes qui comprennent très bien ces notions, mais comme je ne sais pas, je ne vois pas les personnes qui sont devant moi et puis je connais personne, je ne sais pas quel est votre niveau de compréhension. Et donc, avant de vous expliquer la technologie, je vais revenir à de la terminologie pour bien qualifier ce qu'est l'anonymisation. Alors, si on pose la question de façon naïve dans la rue en prenant les 2 premiers individus qu'on croise et qu'on leur demande qu'est-ce que c'est qu'une donnée anonymisée, il y a 99% de chances que les personnes nous répondent vous supprimez mon nom, mon prénom, mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance, mon adresse, et après, mes données seront anonymisées. Alors, c'est complètement faux. C'est absolument pas des données anonymisées. Et la CNIL fait très bien la différence entre ce que l'on appelle des données anonymisées au sens propre du terme et des données pseudonymes. Celles dont je viens de vous parler, c'est-à-dire des données sur lesquelles on va supprimer l'identifiant direct, ce sont des données qui sont pseudonymes. Alors, je vais vous donner un cas que je partage souvent parce que tout le monde le comprend facilement. C'est le cas de Netflix. Il y a quelques années, Netflix, ils ont décidé de publier en open data une grosse base de données, publiée en libre accès, dans la perspective de pouvoir améliorer les capacités de producteurs à produire des séries qui seront toujours plus en affinité avec les goûts des personnes. Alors, cette base de données, elle a été publiée, elle avait été soi-disant anonymisée. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait supprimé, ils avaient supprimé les identifiants directs, c'est-à-dire les noms et les prénoms. Globalement, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient supprimé le nom de Jean Dupont et ils avaient conservé les autres attributs qu'on appelle des attributs indirectement identifiants. Donc, on conservait toujours le film qui avait été vu, la date et l'heure. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la simple combinaison de 2 à 3 films a permis de réidentifier par association avec une autre base de données. L'autre base de données, c'est l'IMDb, un site sur lequel vous pouvez aller donner des appréciations de films que vous avez regardés. Et donc,
2 à 3 films ont suffi pour réidentifier 70% des personnes issues de la première base. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la donnée que Netflix pensait anonymisée n'était pas anonymisée, elle était pseudonyme, et que la chaîne de caractères des films vus, le nom du film, la date et l'heure, est un critère identifiant des individus. Donc, on peut faire une corrélation de la base de données qui était anonyme, de l'autre base de données, l'IMDb, et en fait, on fait un matching des deux bases et on réidentifie les individus. Alors, c'est problématique quand il s'agit de données de Netflix, c'est potentiellement beaucoup plus problématique sur des sujets qui sont encore plus sensibles, mais on voit bien la fragilité et la complexité de pouvoir assurer, un, la sécurité, mais aussi, deux, la capacité à pouvoir exploiter leurs données. Alors, aussi en préambule, je pense qu'il y a vraiment quelque chose où la Netflix nous illustre vraiment la différenciation entre des données pseudonymes et réellement anonymes. Et la question que ça nous fait poser en préambule, c'est quelle est l'utilité des données que je vais faire? Est-ce que c'est... Il y en a, alors, nous, on en voit, pour nous, il y en a deux et il n'y en a pas plus. La première, c'est un usage personnel. Et la seconde, eh ben, c'est tout ce qui n'est pas des usages personnels. Et donc, on peut se reposer cette question sous le prisme de l'exemple de Netflix. Est-ce que l'usage que Netflix faisait était un usage personnel? Eh bien, la réponse, évidemment, c'est non, puisque l'objectif, c'était d'améliorer la capacité à faire de la suggestion, de la production, enfin, de la production plutôt de séries. Donc, ce n'est pas un usage qui est personnel. C'est comment on va entraîner des modèles qui vont permettre toujours d'être plus efficaces. Et globalement, l'usage personnel, c'est l'usage que, l'usage que le médecin va faire quand moi, je vais me faire soigner. Et donc là, c'est mes données personnelles parce que c'est un usage personnel. Bien, notre conviction profonde, c'est que tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'usage personnel, eh bien, ne nécessite pas, on ne devrait pas tolérer que ces usages soient gérés avec de la donnée personnelle. On devrait imposer finalement que ce soit des données anonymes au sens propre du terme. Usage personnel, données personnelles, usage pas personnel, données anonymes. Alors en fait, ça paraît très simple, mais dans la réalité des faits, c'est pas comme ça que les choses sont faites. Probablement parce que on attend des scandales catastrophiques pour réaliser que finalement on n'a pas le choix et que c'est totalement indispensable. Alors, la pseudonymisation au sens de la CNIL, et je finirai mon introduction là-dessus, la pseudonymisation au sens de la CNIL, c'est la suppression des identifiants directs. Donc, on va supprimer tous les identifiants directs qui permettent d'identifier une personne directement, et on va conserver tous les autres identifiants. Donc ça, c'est une protection qui est proposée par le RGPD. Ça reste des données personnelles, tout simplement parce que cette transformation, elle peut se faire dans les deux sens. On peut passer de Lisier-Briac à une nouvelle donnée où on a supprimé mes identifiants directs, et on peut faire le chemin inverse. Pour la donnée anonyme, au sens propre du terme et au sens de la CNIL, la donnée anonyme, c'est une donnée pour laquelle on va faire une transformation qui ne se fait que dans un sens. J'ai tendance à dire que c'est la transformation sous forme de one-way ticket. On va prendre un individu, on va le modifier, et on va avoir un nouvel individu, et cet individu, avec le nouvel individu, l'avatar, la techno qu'on a développée s'appelle Avatar, avec l'avatar de cet individu, on sera incapable de revenir en arrière. Et donc ça, c'est très important, puisqu'en fait, ça permet de gérer tous les besoins qu'on peut avoir sur des besoins qui ne sont pas personnels. Et là, en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on a une donnée anonyme au sens propre du terme, eh bien, en fait, ce n'est plus une donnée personnelle. Et donc, on sort du cadre du RGPD. Donc, notre vision, c'est très basique, c'est plus simple à dire qu'à mettre en application, mais c'est que quand on analyse des données, eh bien, il n'y a aucune justification de faire prendre un risque de réidentification à des individus quand il s'agit juste de faire des analyses. Notre conviction,
Donc, c'est de réserver les données personnelles exclusivement aux données personnelles. Donc, avec les avatars, on peut faire, et je vous le montrerai tout à l'heure avec des cas d'usage, on peut faire les analyses sans faire prendre de risque de réidentification. C'est d'ailleurs ce qu'on a récemment présenté au Health Data Hub, et notamment un partenariat qu'on a avec le CHU de Nantes, qui s'est intéressé pour la méthode, et notamment notre partenariat avec le CHU. Alors, je le dis avec autant de simplicité et de fierté que c'est possible de revisualiser ces éléments, puisque ça a été publié sur leur chaîne. Alors, en fait, nous, notre technologie, elle intervient après ce qu'on appelle l'usage initial. L'usage initial, c'est Yasmine va se faire traiter pour une pathologie dans un CHU. Elle va donc confier ses données personnelles dans le cadre du soin, et ces données-là, elles vont être utilisées, elles vont être protégées. Elles vont être protégées par le RGPD, mais comme c'est un usage personnel et qu'on a besoin de revenir à Yasmine pour pouvoir la prévenir qu'il y a un deuxième traitement à faire ou qu'il y a une suite, on ne peut pas anonymiser. L'anonymisation, en fait, ne règle pas tous les sujets sur l'exploitation de la donnée personnelle. Elle règle les sujets qui ne sont pas liés à des usages personnels. Donc, dans l'usage initial, on va protéger la donnée par des technologies qui vont permettre de protéger la donnée et qui sont plébiscitées par le RGPD. Alors nous, notre technologie, elle intervient après. En fait, quand on a collecté ces données, on va pouvoir les transformer avec notre technologie. On va prendre les données personnelles, on va les transformer en des nouvelles données qui vont être finalement des données qu'il faut considérer comme des amas de données mathématiques, des données de synthèse, et qui vont permettre, une fois transformées, d'être vraiment anonymes au sens propre du terme, et donc qui vont permettre de partager les données sans dévoiler, et donc d'exploiter de façon éthique. Et en fait, ce que ça change, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'au moment où on a transformé ces données en des nouvelles données, des données de synthèse, eh bien, on a changé le statut légal de la donnée. La donnée était une donnée personnelle, ça devient une donnée anonyme au sens propre du terme, c'est donc plus une donnée personnelle. Et donc, comme c'est plus une donnée personnelle, elle sort du RGPD et donc du cadre réglementaire. Alors, ce n'est pas du tout une approche maligne ou une approche un peu, on pourrait se dire, opportuniste de cette... du RGPD, pas du tout. C'est une approche qui est tout au contraire respectueuse du RGPD. Et en fait, ce qui caractérise ça, c'est la question, enfin plutôt la nature de la transformation, qui est une modification substantielle du traitement en ce qu'elle rend irréversible l'identification des personnes concernées. Donc, c'est vraiment fondamental. Et donc, ça permet quoi? Ça permet de pouvoir exploiter la donnée pour des nouvelles finalités, à des fins qui vont être, par exemple, de recherche, de partage, d'enrichissement, de développement de solutions de machine learning, pour digitaliser, par exemple, des essais cliniques, tous les autres usages qui peuvent être faits et qui ne sont plus, vous l'avez compris, des usages personnels. Et donc, on va pouvoir le faire et l'exploiter de façon totalement éthique. Alors, notre technologie, enfin, on s'est intéressé plutôt à cette problématique, ça fait déjà un moment, parce qu'on se rendait compte que nos clients, nos interlocuteurs étaient systématiquement confrontés à un caillou dans la chaussure qui revenait tout le temps. Et bien, la question, en fait, c'est simple, hein, c'est comment je vais pouvoir exploiter des données et protéger les individus qui sont à l'origine de ces données. Bien, ce dont on s'est rendu compte, c'est que la réponse qui était apportée, elle était systématiquement la même. C'était toujours un compromis. Soit on faisait un compromis du côté de la qualité des données, c'est-à-dire qu'on dégrade la qualité des données pour augmenter la sécurité, ou alors on baisse la sécurité pour garder la qualité. Et que c'était toujours un choix qui était toujours un compromis qui allait toujours dans un sens ou dans l'autre. Et donc, on s'est dit, c'est
pas normal, ce n'est pas possible, ce n'est pas admissible qu'il n'y ait pas une solution qui puisse permettre de concilier ces deux intérêts. Et donc, on a réfléchi, nous, on est issus du secteur de la santé, on a réfléchi avec en tête le prisme de mettre à disposition une technologie dans le secteur de la santé, donc qui va permettre de donner les moyens pour que l'on exploite les données, mais surtout pour qu'elles puissent être exploitées avec une vision éthique, et donc de permettre à ceux qui vont exploiter ces données de le faire en étant capable de prouver à la personne qui est en face de lui, et donc qui puisse permettre de montrer, de démontrer la protection, mais aussi de prouver cette protection. En fait, comme on s'est intéressé à la problématique, à la cause du sujet, on a une approche qui est radicalement différente d'autres approches qui se sont plus intéressées à la conséquence. Et donc, notamment, quand on parle de conséquences, c'est souvent de l'exploitation et donc des questions qu'on peut poser. Nous, on traite la problématique en amont. Et comme on l'a traité en amont, eh bien, on a réfléchi en pensant non pas à la conséquence, mais à la cause. Donc, notre technologie, elle permet 3 choses. Elle permet, de protéger. Elle permet de prouver la protection. Je vous partagerai tout à l'heure, je vous illustrerai comment on prouve cette protection. Et elle permet de conserver la granularité. Alors, la granularité, c'est la finesse de l'information, c'est la structure du jeu de données. En fait, l'anonymisation, c'est très simple. Avoir un super niveau de protection, c'est extrêmement simple. Mais souvent, en fait, on va utiliser des technologies comme l'agrégation qui vont plutôt donner des moyennes. On va mettre des personnes, on va les classer par groupe. On va mettre d'un côté les 25-35, de l'autre côté les 35-45. On va séparer les hommes, les femmes, et on va faire des et en fait, on va donner des moyennes, on va avoir une super sécurité, mais on va complètement dégrader la qualité. Et donc, notre technologie, elle permet de conserver la structure initiale du jeu de données, des données personnelles, dans le nouveau jeu de données. Et donc ça va permettre de pouvoir exploiter les données de la même façon que ce qu'on pouvait faire, avec les données personnelles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que grâce à ça, eh bien, on va pouvoir les exploiter. Et donc, on ne se confronte plus à la question de compromis. Alors, notre technologie, elle a des caractéristiques qui sont issues de la technologie et donc de l'intuition que je vous partagerai tout à l'heure. La technologie, en fait, elle base la construction des avatars sur des observations qui sont locales. C'est-à-dire qu'on utilise un individu pour générer un avatar, et c'est grâce à cette orientation qui est quasiment philosophique que grâce à ça, on a réussi à permettre de développer des métriques de sécurité qui permettent de prouver la sécurité. Ensuite, la technologie, elle va conserver, comme je vous disais tout à l'heure, la granularité du jeu de données. Donc ça débloque les usages secondaires et ça va permettre de pouvoir exploiter de la même façon les données d'avatar de la même façon que les données personnelles. Alors, nous, on pense, c'est plutôt une conviction, c'est un peu faible comme terme pensé, nous, on est convaincus que l'anonymisation n'est jamais une réponse. C'est toujours une réponse dans un contexte. Et donc, anonymiser, c'est jamais une bonne réponse. C'est une bonne réponse dans un contexte. Parce que, je vais vous l'illustrer très simplement, mais quand on se pose la question de l'anonymisation, il faut se poser d'abord la question de la sensibilité du jeu de données que l'on va vouloir partager, mais il faut aussi se poser la question de la confiance que l'on accorde avec le tiers avec qui on va échanger les données. Et donc, notre technologie, elle permet de s'adapter à ces caractéristiques de l'usage. Alors, notre technologie, elle a été évaluée par la CNIL avec succès. Et donc, la CNIL est donc l'ensemble des CNIL regroupés sous le giron
du groupement qui s'appelle le G29, donc c'est toutes les CNIL européennes, qui ont déterminé, alors c'est un texte qui est bien sûr facilement trouvable, j'ai donné la source et c'est assez une illustration des différentes technologies, mais donc vous pouvez faire CNIL, anonymisation G29, vous trouverez rapidement les critères. Donc les critères, il y en a 3. Et donc ça, c'est le fruit de réflexions qui sont issues du G29 et donc qui déterminent ce à quoi une méthode d'anonymisation doit permettre de garantir. Alors il y a trois critères. Le premier, c'est l'individualisation. Le deuxième, c'est la corrélation. Et le troisième, c'est l'inférence. Et donc, pour ces 3 critères, une méthode d'anonymisation doit pouvoir prouver qu'on est capable de supprimer le risque et donc d'assurer la sécurité. Alors, le diagnostic de la CNIL, ce n'est pas le mien, il est factuel et il est vérifiable, c'est qu'aujourd'hui, dans les méthodes qui existent, il n'y a aucune méthode qui peut permettre de garantir la suppression de ces 3 risques. Alors, du coup, nous, comme on avait cette profonde conviction que on était capable de gérer et de garantir ces 3 risques, donc preuve, protection de la preuve et puis granularité, et donc que grâce à ça, on était capable d'empêcher le risque d'individualisation, de corrélation et d'inférence, eh bien, on a sollicité la CNIL pour statuer et analyser le statut des avatars. Et donc, la CNIL a évalué la solution et n'a pas trouvé, aucune justification pour démontrer qu'on n'était pas capable de le faire, et donc a attesté qu'on était capable de gérer les 3 risques avec notre méthode. Alors, je vais vous donner une intuition sur la façon dont finalement on adresse la question centrale du risque et donc de la preuve du risque. Alors, on a bien d'autres métriques sur la preuve de la sécurité, mais je vais vous en partager une. Globalement, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait une attaque, l'attaque, donc on va avoir un dataset. Le dataset original, donc c'est le jeu de données personnel, et de l'autre côté, on a un jeu de données anonymisé. Nous, on parle donc d'avatar. Donc, il y a un dataset de données personnelles et un dataset d'avatar. Donc, on a des points qui sont dans un espace qui se compare, qui se côtoie. En gris, ici, dans mon schéma, donc, qui est bien sûr simplifié, mais vous avez une représentation type analyse en composantes principales, où vous avez des données personnelles d'un côté, en gris, et en bleu, des avatars. L'attaquant, ce qu'il fait, c'est toujours celui qui nous embête. Il a toujours des données, on ne sait pas trop comment ça se fait qu'il ait pu les avoir, mais c'est des données qu'il n'aurait pas dû avoir et qu'il a. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une attaque par proximité. Il va vouloir démontrer que un individu, Fabrice Motte, par exemple, était dans le jeu de données. Et donc, comme il connaît Fabrice, il va attaquer le point qui ressemble le plus à Fabrice Motte, en disant je le connais très bien, je connais exactement ses caractéristiques, j'ai eu accès par une source à ces données, et donc je vais affirmer que Fabrice est dans le jeu de données, en disant attaque par proximité, je vois un avatar ici qui est en bleu, et donc je profite de cet avatar pour annoncer que j'ai réidentifié Fabrice. Et en fait, nous, notre méthode, étant donné qu'à un moment dans la méthode, il y a un lien, et bien en fait, nous, ce qu'on a développé comme métrique, c'est qu'on a développé une métrique qui va permettre entre autres, il y en a d'autres, mais qui va permettre de dire que l'avatar qui ressemble le plus à Fabrice n'a pas été généré par Fabrice. Et donc, contrairement à d'autres méthodes qui vont dire vous êtes incapable de prouver que Fabrice est dans le jeu de données, nous, on va annoncer que c'est impossible de prouver que Fabrice était dans le jeu de données par cette métrique
c'est un peu plus complexe que ça, mais globalement, on va dire que l'avatar qui ressemble le plus à Fabrice n'a pas été généré par Fabrice. Et en l'occurrence, à la question est-ce que Fabrice était dans le dataset, oui ou non, la réponse c'est oui, mais l'avatar est plus loin et c'est volontaire. On crée de la différence au niveau d'un individu à son avatar pour générer de la protection. Donc rapidement, pour vous donner une intuition sur notre business model, on a un business model qui se divise en deux grandes orientations. Une orientation de logiciel où on va héberger dans un SI notre logiciel et donc on va mettre à la disposition d'un CHU par exemple ou une industrie pharmaceutique un logiciel, une sorte de moulinette finalement qui va permettre de transformer les données personnelles en des données anonymes. Et sinon, on a un autre business model qui va permettre de récupérer des données avec des protocoles de sécurité qu'on détermine avec nos clients en fonction des contraintes. Et donc, il va permettre de récupérer des données qui ne sont évidemment pas des données directement identifiantes, mais des données pseudonymisées, qu'on va héberger sur des serveurs dédiés, hébergeurs de données de santé, et qu'on va transformer en données anonymes au sens propre du terme, et qu'on va restituer à nos clients. Donc, globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère un dataset qui va être pseudonymisé, qu'on revend finalement de façon totalement anonyme, enfin, qu'on revend anonymisé à nos clients. Alors maintenant, je vais vous donner une intuition sur la méthode. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on utilisait des modèles, enfin, on utilise un modèle qui est centré sur les individus, donc on va toujours prendre un individu à l'origine du calcul. Donc, par exemple, on va prendre ici au milieu, enfin au milieu, c'est pas au milieu, mais vous voyez le point qui est entouré en rouge. On va prendre un individu, Pierre, par exemple, et donc on va s'intéresser à lui. Et donc, ce qui est intéressant ou important de comprendre dans notre technologie, c'est que chaque individu va être là. Chaque avatar va avoir pour cause une donnée personnelle. Donc, une donnée personnelle va donner naissance à un avatar. Et donc, dans mon exemple, là, Pierre va donner naissance à un nouvel individu, un individu de synthèse, un avatar. Et donc, comment on fait? Eh bien, globalement, on utilise dans notre méthode une technologie d'intelligence artificielle qui va permettre d'aller chercher, et donc ça c'est paramétrable, les voisins les plus proches dans un environnement. On va faire une modélisation locale sur l'intégralité des dimensions, donc multidimensionnelle. Ici, je vous la présente en 2 dimensions, j'aurais pu le faire en 3, mais évidemment, je ne peux pas vous le représenter en plus que 3 dimensions. Et de ça, on va générer un individu de synthèse qui va être dans une zone que vous voyez ici en bleu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on fait une première, une deuxième, une troisième, une quatrième fois, jusqu'à une énième fois le calcul, on n'aura jamais le même individu. Alors, l'objectif, c'est qu'on empêche la réidentification par retrofitting. Dit autrement, c'est que même avec la recette de cuisine, on est incapable de détricoter et de revenir en arrière à l'individu d'origine. Donc, en fait, c'est un modèle dans lequel on a une hyperstochasticité qui permet de se prémunir de rétrofitting. Donc, si je vous l'illustre, par exemple, sur une représentation de type en analyse en composante principale, où vous voyez là en gris des données personnelles, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va générer un nouveau dataset, un dataset d'avatar. Donc, vous voyez qu'ici, on garde, enfin, les points se superposent. Ça préfigure qu'on va permettre de conserver l'information. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien sûr qu'il y a deux globes d'information. On voit que la distribution est conservée. Et alors, on remarque aussi que certains points qui sont, d'un point de vue statistique, des outliers, sont rapprochés du centre. Et c'est évidemment une volonté, puisque c'est typiquement ce genre d'individus qui sont très identifiants. On pourrait penser par exemple à des personnes qui feraient plus de 2,10 m et qui feraient moins de 80, enfin peut-être même moins de 60 kg. Et bien en fait, ces personnes sont tellement particulières d'un point de vue statistique qu'elles sont facilement identifiables. Donc la méthode a tendance à les rapprocher de façon volontaire.
Donc les points, les pointillés plutôt que je vous partage là en bas à gauche de l'écran sont évidemment des pointillés qui sont exclusivement en vocation pédagogique pour aider à comprendre que chaque donnée personnelle génère un avatar pardon, et que c'est un voyage qui est fait par ces données-là. La flèche, évidemment, qui fait le lien, elle est bien sûr pas conservée, puisque comme on ne doit pas pouvoir faire le chemin à sens inverse, même si c'est utilisé dans la méthode pour générer l'avatar, cette flèche ou ce lien n'est bien sûr pas conservé, puisque sinon on ne pourrait plus parler de données anonymes et donc des caractéristiques que je vous ai partagées, notamment du point de vue légal. Et donc, en sortie, on va générer un nouveau dataset qu'on va pouvoir utiliser, qui sera des données anonymes au sens propre du terme, et qui va permettre de pouvoir mener toutes les questions qu'on va pouvoir se poser, qui sont de l'ordre de l'analyse. Donc, je vais changer, je vais vous partager un nouvel écran. Et je vais vous montrer, alors Yasmine, je vais peut-être vous utiliser comme cobaye pour me dire que vous êtes bien chez moi. Oui, on voit. Ok, super. Donc, je vais vous montrer comment on procède Enfin, je vais utiliser 3 scénarios. Bon, on ne fait jamais ça, mais je vais vous faire une anonymisation d'un individu qui va générer un avatar. Et après, je vous expliquerai comment, d'autres scénarios pour permettre de comprendre l'intuition de la méthode. Donc ici, je m'intéresse à l'individu que je viens de sélectionner. J'ai pris 10 voisins. Et donc, je vais générer un avatar de cet individu. Et donc, si je reproduis le calcul, vous voyez en fait qu'on n'aura jamais, qu'on n'a pas le même point. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour illustrer cette stochasticité et l'aléa qu'on a dans la méthode, je vais vous montrer ce qui se passe quand on... Alors, on ne le fait jamais, hein, ça, mais c'est pédagogique. Quand on génère avec un individu, non pas un avatar, mais 1000 avatars. Donc là, on ferait de la data augmentation. Donc ça, c'est typiquement des choses qui... Mais je ne peux pas, je veux dire, j'ai 44 ans, je ne peux pas passer ma vie à avoir des prestations de 3 mois. On s'excuse, quelqu'un a remis son micro. On Okay. peut continuer, Je Olivier. pensais que c'était une intervention, pas de problème. Donc là, par exemple, typiquement, là, l'intervention, c'est intéressant. Hein, moi, j'ai entendu que c'était, je pense, une femme, j'ai entendu son âge. Bah, ça, typiquement, on se dit, bah, ce n'est pas des données qui sont identifiantes, mais en fait, la réalité, si. C'est-à-dire que si j'avais la liste des personnes qui étaient présentes, classées par sexe, par âge, etc., et ben, s'il y a une seule femme qui a 44 ans, je suis capable, en croisant avec une autre base de données, d'affirmer et de dire, bah voilà, j'ai réidentifié la personne. Je ferme la parenthèse. Donc là, j'étais sur un individu, 10 personnes dans son environnement, enfin dans son environnement, 10 voisins les plus proches, et donc je vais générer une modélisation locale multidimensionnelle pour générer un avatar, et là, dans ce cas-là, on ne change pas un, mais j'en génère 1000. Et donc, voilà ce qui se passe. Donc, vous voyez que si on en génère 1000, on va explorer l'espace, et quand on va s'intéresser à des gens qui sont en périphérie du jeu de données, j'en cherche un qui est un peu aimant, voilà ce qui va se passer. On va avoir, alors je cherche un point qui soit un peu plus flagrant, voilà, on va avoir tendance à rapprocher les points du centre. Alors, ce qui est intéressant de regarder maintenant, c'est que si on fait la même chose sur ce point-là, et ben, en fait, on va quand même garder des points qui vont être en périphérie du jeu de données. Et donc, in fine, je vais vous partager ce qui se passe. Ah non, alors, je vais vous partager un cas d'usage. Je vais arrêter ce partage d'écran pour vous illustrer. Alors,
Alors, je vais juste vous laisser me dire que vous êtes bien chez moi. Je pense que oui, mais je vous laisse me confirmer. Ok, très bien. Donc, je vais vous partager un cas d'usage dont la vocation est donc évidemment de pouvoir exploiter les données, non pas dans le cadre d'un usage personnel, bien sûr, mais dans le cadre d'un usage qui est de l'ordre de l'analyse. Donc, le cas en question a assez peu d'intérêt, mais je vais quand même vous le partager puisqu'on a un peu de temps. C'est est-ce que je vais être capable de faire de la prédiction sur des données qui sont non pas des données personnelles, mais des données d'avatar donc qui ont été générées avec les données personnelles, et donc de pouvoir finalement concilier le partage et la protection. Alors, ce cas, il est intéressant parce que c'est des données qui sont... donc, il y a 250 individus, enfin 252, donc c'est une base de données qui est relativement petite. Et en ça, c'est intéressant parce que sur ce genre de technologie, c'est plus simple d'avoir des grands jeux de données. Là, on est capable de faire des jeux qui sont plus petits que ça, mais 250 individus, ça reste assez petit. On a 15 variables. Et donc, le dataset, il se présente de cette façon. Donc, c'est un format, une structure tabulaire. Donc, on a Siri. Siri, c'est le pourcentage de masse graisseuse. Donc, c'est le sujet qu'on va chercher à prédire à partir d'autres mesures. Donc là, ici, vous avez l'âge, vous avez le poids, la taille. Enfin, vous voyez ça. Vous voyez. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire une représentation graphique du jeu de données en 2 ou en 3 dimensions. On appelle ça donc une analyse en composante principale. L'analyse en composante principale, il y en a certainement beaucoup qui savent, et désolé pour ceux à qui je vais l'expliquer de façon un peu schématique, mais globalement, on va donner la représentation qui va être la meilleure de la variance du jeu de données. En fait, pour vous l'illustrer, on pourrait dire que si vous voyez un dromadaire et un cheval de face, ça va être compliqué de faire la différence. En revanche, si vous le voyez de travers, eh bien, vous allez mieux le voir. Si je prenais une feuille de papier et que je la broyais comme ça, eh bien, vous voyez bien qu'en fait, il y a une orientation qui va déterminer de façon plus ou moins informative la nature de la représentation de la variance du jeu de données. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire en produisant une analyse en composante principale, où on va mettre d'un côté le dataset des données personnelles, donc, qui sont les patients en gris, et en bleu, on va venir superposer les avatars qui nous permettent donc qui vont permettre de pouvoir exploiter les données de façon éthique, et donc de pouvoir poser les questions qu'on aura posées sur le jeu de données sans risquer de compromettre la confidentialité des données. Donc, une fois qu'on a fait cette première étape et qu'on préfigure finalement une conservation de la qualité de l'information parce qu'on voit que les points se superposent, eh bien en fait, on va se poser une nouvelle question, c'est est-ce que le jeu de données qu'on génère va bien conserver la qualité de l'information et donc les corrélations qu'on a. Alors, en haut, vous les avez sur le jeu de données initial, et en bas, vous avez les corrélations sur le jeu de données d'avatar. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est la techno, elle permet de s'assurer que l'on va conserver les corrélations. Donc, si par exemple, on modifie les caractéristiques d'un enfant qui se trouverait être, par exemple, l'âge, le poids, l'indice de masse corporelle, et puis sa fréquence cardiaque, qu'on a un enfant qui fait 14 ans, 1m40 et 55 kg, et un BMI à, j'en sais rien, 20, eh bien en fait, si dans la transformation, on modifie son âge, on va modifier son âge, mais avec en corrélation l'intégralité des autres données. Donc on va modifier son âge. S'il a 12 ans, il sera un peu plus petit, il ne fera plus 1m40, mais il fera 1m25. Pareil, il sera moins lourd, etc.
Donc, on va s'assurer que l'intégralité des corrélations entre elles sont conservées. Et donc là, la représentation graphique qu'on a sur les os permet d'illustrer ce maintien de la corrélation statistique. Ensuite, on va se poser une autre question qui est, les corrélations sont conservées. Maintenant, quelle est, quelle est la distribution qu'on avait sur le jeu de données initial et quelle est la distribution qu'on a sur le jeu de données restitué. Donc, en premier, vous avez, ici, c'est la variable qu'on cherche à prédire, c'est la variable Siri. Et là, vous voyez que la courbe, la courbe ou la distribution plutôt, c'est une forme de gaussienne. Donc, on a une courbe qui est relativement simple. Vous voyez sur les patients, donc en gris, on voit cette courbe qui est assez claire. Et on voit aussi que sur les avatars, on a la même typologie de courbe et on retrouve la même forme, le même pattern sur ces données. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les données qui sont donc avec des distributions beaucoup plus particulières, ici par exemple, là on voit sur l'âge, on a une courbe, des distributions qui sont beaucoup plus aléatoires sur les individus, sur les patients, sur les données personnelles, et bien on voit que sur les avatars, on conserve cette distribution. Et donc la question qu'on se pose après, c'est est-ce que les modèles de machine learning qu'on va entraîner d'un côté sur les données personnelles et de l'autre côté sur les avatars vont permettre d'arriver à avoir la même prédiction. Donc là, en fait, on entraîne les modèles de façon séparée. Le premier modèle, on l'entraîne sur les données personnelles. On lui apprend à apprendre. Et donc, on teste après, avec d'autres données qui n'ont pas été utilisées pour l'apprentissage du modèle, sa capacité à répondre. Et donc, en bas à droite, vous avez un modèle de régression linéaire, ici c'est du random forest, où on va poser la question à l'algorithme et on va dire, au premier algorithme développé sur les données personnelles, est-ce que quand je fais une prédiction d'un pourcentage de masse graisseuse à 10, la bonne réponse c'est 10? Donc si c'était la bonne réponse, vous seriez exactement sur le petit trait en pointillé et on aurait le parfait match si on était sur le modèle en pointillé. Et puis on fait la même chose sur les avatars. Donc, on utilise les avatars pour développer le modèle de machine learning, mais sur les avatars. Et ensuite, ce modèle-là, on lui donne, celui qui a été développé sur les avatars, des nouvelles données, des vraies données, et on va tester sa capacité à répondre, et on va confronter la capacité de réponse sur les deux modèles. Et donc la réponse, l'illustration, c'est que, en fait, ça fonctionne très bien, puisqu'on réussit à avoir la même prédiction, la même qualité de prédiction avec des données qui ont été développées sur des modèles, avec le modèle sur des données personnelles que sur les avatars. Et donc, en bas à droite, on voit en gris et en bleu le comportement des deux modèles. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la qualité de prédiction est la même sur les modèles d'avatar que sur le modèle des données personnelles. Et puis, en haut, il y a une illustration en fait, des variables qui sont classées par ordre de prédiction, qui sont classées par ordre d'importance dans le développement des modèles. Donc, sans grande surprise, on voit que la variable la plus importante dans la construction des modèles, que ce soit sur les avatars ou sur les patients, c'est le tour d'abdomen. Et puis après, on voit que chacune des variables, et notamment sa prépondérance dans la construction du modèle. Et donc ça, c'est important parce que en fait, ça démontre que la méthode n'est pas un modèle boîte noire et que c'est un modèle qui est explicable. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de pouvoir montrer, expliquer comment on arrive à un résultat et ne pas faire confiance au résultat sans avoir l'illustration et la compréhension de ce qui nous guide à ce résultat. Et donc, j'en finirai sur cet élément. On va donc démontrer
c'est une illustration là, des métriques de protection. On va montrer par exemple que dans ce dataset, 95%, on va donner un pourcentage, et qui veut dire que quand on a un avatar, la donnée personnelle qui est la plus proche, on va s'intéresser au lien de causalité. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure avec Yasmine, c'est que l'avatar qui ressemble le plus à Yasmine n'a pas été généré par Yasmine. Et dans ce cas-là, la métrique, elle annonce 95%. Donc, ça va permettre de démontrer que c'est impossible de prouver qu'un individu a été dans une cohorte, puisque l'avatar le plus proche de Yasmine n'a pas été généré par Yasmine. Ça montre qu'on n'est pas capable de déterminer si oui ou non Yasmine était dans le jeu de données. Et puis on va plus loin, notamment avec une autre métrique là, que je vous partage, qui permet de montrer que entre Yasmine et son avatar, en moyenne sur le jeu de données, il y a 7 avatars qui la rendent indissociable. Donc voilà, je voulais vous partager un cas d'usage, mais vraiment pour revenir sur la conviction initiale, c'est que on pense vraiment, ça paraît très simple comme ça en se le disant, mais ce n'est pas le cas dans les usages, qu'il faut réserver les données personnelles aux usages personnels, et que tous les autres usages qui sont de l'ordre de l'analyse, il n'y a aucune justification à faire prendre un risque de réidentification aux individus. J'allais dire surtout quand c'est des patients, mais la problématique de la confidentialité se pose, que ce soit des patients ou des utilisateurs de cartes bancaires, des assurés, de la même façon. On leur doit cette confidentialité. Et en fait, je pense qu'une des promesses fortes de la méthode, c'est de se dire on peut protéger les individus et protéger l'intérêt individuel, mais que la protection de l'intérêt individuel n'a... Alors, j'allais faire un peu de provocation, mais elle n'a pas de sens, mais enfin, si, elle a du sens, bien sûr, mais c'est dommage de la faire au détriment de l'intérêt collectif. Et c'est ce qu'on propose en pouvant permettre d'exploiter les données de façon anonyme et de pouvoir les exploiter sans dévoiler, et donc de pouvoir les partager de façon éthique. Et avant d'être une problématique réglementaire, je pense que c'est surtout un enjeu éthique auquel on répond. Merci beaucoup Olivier pour cette présentation. Alors on a eu quelques questions durant votre présentation. La première donc, que je vais vous poser, c'est celle du crypto, donc, qui reprend un petit peu l'exemple que vous avez mis au départ, donc de Netflix et de IMDb, qui vous demande donc l'exemple Netflix et IMDb donné en début de présentation. Est-ce que IMDb était comme Netflix, donc anonymisé, ou seulement celle de Netflix? J'imagine qu'on parle de données. Est-ce que, alors j'ai pas bien entendu, vous disiez, est-ce que les données de l'IMDb étaient anonymisées, c'est ça? Ça oui, ou seulement celle de Netflix, dans l'exemple que vous aviez donné au départ. Alors, en fait, les données de Netflix, elles n'étaient pas anonymisées, elles étaient juste pseudonymisées, et c'est parce qu'elles étaient pseudonymisées qu'on a réussi à réidentifier. Je pense que je remercie la personne tout à l'heure, j'ai cru que c'était une femme qui avait oublié de couper son micro, mais c'est une super illustration. C'est-à-dire qu'en 2 secondes, j'ai entendu que c'était une femme, qu'elle avait 44 ans et qu'elle n'était pas capable de... Et je ne me souviens plus. Typiquement, c'est le genre de discussion qu'on pourrait entendre dans le train en se disant il n'y a aucun risque, on ne peut pas réidentifier. En fait, la réalité, c'est que si on a ces informations-là qui sont des informations qui sont indirectement identifiantes, et par croisement, on va pouvoir réidentifier si on a une table de correspondance. Donc évidemment, la réponse à la question « est-ce que les données de Netflix étaient anonymisées ?» La réponse est non, elles étaient pseudonymisées, et c'est pour ça qu'on a pu, par association, réidentifier. Merci Olivier. Une seconde question, cette fois-ci posée par Isara Kitachi. Techniquement, l'anonymisation est-elle possible ou c'est juste un argument juridique issu du RGPD pour remplacer la pseudonymisation? Alors, c'est une question qui est complexe. L'anonymisation, en fait, on dit qu'elle doit être irréversible. Donc, la CNIL statue là-dessus. Donc, c'est pas du tout un argument pour remplacer la pseudonymisation. C'est plutôt un argument pour protéger les individus. Et donc, comme on ne peut pas réidentifier, ce sont des données qui sortent du RGPD puisqu'on est incapable de faire la réidentification. La pseudonymisation, c'est une protection qui est intéressante, mais qui va permettre de pouvoir protéger des usages qui sont de l'ordre de l'exploitation des usages pour des finalités qui sont personnelles. Donc, c'est deux choses bien différentes. Il y en a un qui change le statut juridique.
L'autre, la pseudonymisation, ça reste toujours de la donnée personnelle au sens propre. Puisqu'on peut réidentifier, puisqu'on peut revenir et on peut faire le chemin inverse. Globalement, hein, c'est ce qu'on se dit, si on prend un jeu de données avec 200 personnes et qu'au lieu d'avoir les noms, les prénoms, etc., on a un 1, 2, 3, 4 jusqu'à 200 et qu'à côté, on a une table de correspondance où Yasmine, c'est le numéro 1, Olivier, c'est le numéro 2 et Pierre, le numéro 3, eh bien, en fait, il suffit d'avoir la table de correspondance pour déchiffrer, pour réidentifier. Merci Olivier. Alors, autre question, cette fois-ci posée par Johanna Nassef. Bonjour, peut-on dire que les individus sont le premier rempart dans la protection de leurs données en adoptant de bonnes pratiques? Alors oui, je pense qu'on est tous acteurs. Après, la question c'est aussi, c'est quelle est la trace que l'on veut bien laisser, et après quel est le consentement auquel on consent. C'est-à-dire que si on est OK pour que ces données soient exploitées et qu'on y consent de façon libre et éclairée, et on accepte que ces données puissent être exploitées. Donc on a tous la main sur le sort que l'on veut donner à ses propres données et la protection qu'on veut y apporter. Merci pour cette réponse. Alors, dernière question que nous allons prendre, celle de Jérémy Michel, donc, qui vous remercie, c'est très clair, qui vous demande, est-ce que le marketing digital, usant donc de ciblage, est-il toujours possible en utilisant les avatars? Alors oui, c'est probablement un énorme relais de croissance pour ce type de technologie. En fait, on va pouvoir faire du ciblage de la même façon. On va le faire de façon respectueuse et éthique, mais on va pouvoir, puisqu'on conserve la granularité et la finesse des données de la même façon, on va pouvoir le faire de façon respectueuse, mais on va pouvoir cibler exactement de la même façon, puisqu'on va garder la structure, donc on va garantir l'interopérabilité. On va pouvoir se servir, comme on a la même matière première, on a la même finesse, on va pouvoir s'en servir exactement de la même façon que les données initiales. Merci. Alors, on va peut-être rajouter quand même une dernière question qui vient d'être posée, donc toujours de crypto. Quel est votre regard concernant la cryptographie homomorphique pour le traitement à distance des données et l'avantage que vous avez par rapport à cette technologie? Alors en fait, le chiffrement homomorphe, c'est une technologie qui va permettre de pouvoir traiter des données qui sont avec du chiffrement homomorphe. Alors c'est intéressant en termes de sécurité. En revanche, on voit jamais, on voit pas on voit pas les données, donc du coup ça pose de la complexité sur la question qu'on veut se poser et notamment la façon dont on va pouvoir les exploiter. Et puis le chiffrement homomorphique, qui est très intéressant, il ne va pas permettre de pouvoir stocker des données qui sont des données personnelles et de pouvoir les conserver sans durée de détention, puisque en fait, le RGPD, il impose une sorte de date de péremption sur les données. Et donc, la technologie du chiffrement homomorphe, elle ne va pas pouvoir générer, par exemple, permettre ce genre d'usage. Très bien. Merci Olivier en tout cas pour vos réponses et pour votre présentation. Je remercie également tous les participants de nous avoir rejoints ce soir. Sachez qu'un replay sera disponible pour ceux qui veulent revoir cette présentation. J'ai eu d'ailleurs quelques mails concernant votre PowerPoint. Est-ce que vous le donnez aux participants qui le demanderont? De toute façon, je pense que s'il y a un replay, je pense que le replay sera publié, donc ça revient à la même chose. Certaines personnes parfois le demandent quand même, donc c'est à vous de voir. Non, mais très bien, mais ils peuvent m'envoyer un message, j'y répondrai favorablement. Parfait. Bon, bah écoutez, je vous remercie en tout cas Olivier, en espérant peut-être vous revoir prochainement, soit dans le cadre d'une de nos conférences ou peut-être au Risque Day de l'année prochaine. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre invitation et pour ces échanges. Merci. Alors, un dernier mot concernant le Club Risque. Donc, nous organisons un Risque Day qui aura lieu le mois de mai, donc le 4 mai prochain. Donc, il y a une journée de la gouvernance des risques dans laquelle vous aurez 25 entreprises qui viendront animer des ateliers et des conférences sur les thématiques de risque, donc le risque de cybersécurité, financier, compliance, conformité. On va vous mettre dans le chat le lien pour les inscriptions. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Merci beaucoup, au revoir et bonne soirée. Au revoir.